Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher Keir. Mesdames et Messieurs les ministres, généraux, amiral, Mesdames les ambassadrices, Mesdames et Messieurs, je veux d'abord ici remercier Sa Majesté le roi Charles III pour son invitation à effectuer cette visite d'État, la première d'un président français depuis 17 ans, et pour l'accueil exceptionnel que nous avons reçu avec mon épouse et ma délégation. Et je veux également remercier le Premier ministre Keir Starmer pour la qualité de nos échanges au cours du 37e sommet franco-britannique, aujourd'hui à Downing Street et à l'instant même à Northwood. Monsieur le Premier ministre, cher Keir, vous venez de rappeler dans le détail beaucoup des avancées sur lesquelles nous avons conclu des accords, je le crois, marquants pour les années, les décennies à venir. Je voudrais revenir sur chacun d'entre eux. Et je l'ai rappelé mardi à Westminster, cette visite d'État vient rappeler la force de notre alliance au plan stratégique et la convergence retrouvée autour d'intérêts partagés et de projets communs pour notre avenir à tous. D'abord, en matière de défense et de sécurité. Le Royaume-Uni et la France coopèrent déjà en profondeur. Nous sommes les deux États dotés de l'arme nucléaire en Europe, les deux membres permanents du Conseil de sécurité en Europe, les deux armées d'emploi ayant le plus de capacités et d'expérience de combat, et celles qui font ensemble le haut du spectre des opérations antiterroristes les plus sensibles à la chasse aux sous-marins ennemis. Et nous l'avons encore vu tout à l'heure dans le commandement conjoint pour l'OTAN. Et depuis les traités de Lancaster House en 2010, nous avons une coopération qui ne porte pas que sur l'équipement et les opérations, mais aussi sur le nucléaire militaire. Cependant, les temps ont changé et notre partenariat doit aussi évoluer. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de faire des expéditions contre des terroristes dans des États faillis, mais de faire face à un conflit majeur en Europe, impliquant des États sophistiqués à l'horizon des prochaines années. Et dans cette hypothèse, l'Europe doit savoir qu'elle peut compter sur un môle stratégique avec la France et le Royaume-Uni. C'est pourquoi nous avons pris les mesures qui s'imposent, reflétées par la déclaration de Northwood que vous venez d'évoquer. D'abord, sur le nucléaire, nous avons pris 3 décisions importantes. La première concerne notre doctrine. En 1995, à Chequers, nous avions affirmé que nous ne voyions pas de situation où les intérêts vitaux de l'un soient affectés sans que ceux de l'autre le soient aussi. Aujourd'hui, dans le contexte radicalement différent qui est le nôtre, et dans l'esprit de la dimension européenne que j'ai pu déjà évoquer, nous allons plus loin. Nous reconnaissons que nous n'imaginons pas de situation de menace extrême à l'Europe qui ne susciterait pas une rapide réponse de notre part, quelle que soit la nature de cette réponse. La deuxième décision est que nous n'excluons pas la coordination de nos dissuasions respectives. C'est un message que doivent entendre nos partenaires et nos adversaires. La troisième, c'est le choix d'approfondir encore notre coopération dans le domaine de la dissuasion, que ce soit pour la politique, les capacités ou les opérations. Nous avons décidé pour cela d'établir une structure commune, le groupe de supervision nucléaire, qui sera chargé d'animer cette coopération. Ce sont des décisions fondamentales que nous avons prises aujourd'hui dans l'accord signé. Nos deux pays restent indépendants, souverains, mais nous nous donnons les moyens, lorsque nécessaire, d'œuvrer ensemble à la mesure de l'environnement nettement plus menaçant qui est devenu le nôtre. Au plan opérationnel, nous avons décidé de changer complètement d'échelle la force conjointe, dit TIGEF, que nous avions créée en 2010 et qui est la base de coopération structurante. Nous faisons passer cette force conjointe du niveau d'une brigade à celle d'un corps d'armée, c'est-à-dire pouvant aller jusqu'à 50 000 hommes, capable d'être employés dans un engagement majeur, ce qui représenterait une multiplication par 5 avec la France et le Royaume-Uni en noyau dur, capable d'agréger d'autres partenaires européens et d'être mis à la disposition de l'Alliance. Notre partenariat donne une crédibilité, une robustesse à ce pilier européen de l'OTAN sur le plan opérationnel et crédibilise aussi l'autonomie stratégique dans laquelle nous croyons. Au plan capacitaire,
nous avons décidé d'accélérer les coopérations existantes sur les futurs missiles de croisière et anti-navires, mais aussi de lancer les travaux pour réaliser ensemble les missiles air-air de future génération, les nouveaux missiles de défense surface-air, et également, en coopération avec l'Allemagne, les missiles de très longue portée pour la frappe dans la profondeur. Enfin, nous avons acté une coopération de défense accrue dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'espace, du cyber, mais aussi des manipulations de l'information à une époque où nos deux pays font l'objet de nombreuses menaces hybrides. Vous le voyez, c'est une panoplie complète que nous avons décidée pour faire face à celle de nos défis les plus massifs aux plus insidieux. Le Royaume-Uni a une position singulière en Europe, mais nos menaces n'ont pas de frontières institutionnelles et notre solidarité non plus. Nous pouvons bâtir ensemble sur nos forces évidentes avec le Royaume-Uni, notamment avec l'initiative européenne d'intervention. Dans l'immédiat, ce qui nous unit aussi est la détermination à soutenir l'Ukraine. Et avec Monsieur le Premier ministre, nous avons réuni la coalition des volontaires, le président Zelensky se trouvant à Rome, présent pour la conférence pour la reconstruction aux côtés de la présidente du Conseil Meloni. C'est avant tout un message d'unité que nous avons démontré une fois encore. Je le rappelle, en février dernier, lorsque nous avons tenu cette première réunion à Paris, quelques semaines après, dans votre pays, Monsieur le Premier ministre, nous avions une crainte, c'était d'être laissés seuls et au fond d'avoir une divergence transatlantique. Et nous voulions réaffirmer un message de soutien fort aux Ukrainiens. Aujourd'hui, cette unité nous a permis, vous l'avez dit, de rassembler les sénateurs américains qui s'apprêtent à lancer des sanctions supplémentaires et l'envoyé spécial du président Trump, le général Kellogg. Unité donc, mais aussi détermination à agir ensemble, d'abord pour continuer le soutien à l'Ukraine, à très court terme, sur des capacités indispensables, drones, missiles, capacités, mais aussi lutte anti-drone, financement. Pour obtenir le cessez-le-feu, et c'est le sens même des sanctions additionnelles que vous avez prises, du 18e paquet de sanctions européens que nous allons finaliser, et des sanctions que les Américains s'apprêtent à prendre, qui ont cette fonction dissuasive, plutôt de conviction à l'égard de la Russie. Et puis surtout, nous avons pu annoncer la finalisation de la planification militaire que nous avions décidée il y a plusieurs semaines. Et je veux ici remercier l'amiral Radakin et le général Burkhardt pour le travail qu'ils ont pu faire et leur coordination de tous les homologues. 30 pays sont mobilisés et autour de ce partenariat et cette codirection franco-britannique, la planification permet de prévoir ce qui, le jour où un cessez-le-feu sera signé, permettra de tenir ce cessez-le-feu dans la durée et de le crédibiliser. En air, sur mer, par une régénération des forces ukrainiennes et en cas de besoin, par aussi des forces de réassurance que nous avons prévues. Un état-major d'opération est aussi prévu à Paris. 200 planificateurs sont déjà mobilisés. Comme vous le voyez, la question nous était posée il y a encore quelques semaines. Est-ce que votre coalition des volontaires est quelque chose de concret? Ça n'est pas simplement quelque chose de concret. Ce sont des centaines de militaires qui sont déjà mobilisés, c'est un état-major qui est bâti, ce sont des décisions et des planifications déjà prises. Nous sommes convenus de renforcer notre partenariat aussi contre la flotte fantôme russe et pour lutter contre le contournement des sanctions et réduire les revenus pétroliers de la Russie, ce qui est essentiel dans la période. Au-delà de l'Ukraine, nous avons la même approche sur le Proche et Moyen-Orient, appeler à la cessation des hostilités, à un chemin de paix, mettre fin à l'enchaînement guerrier qui a succédé à l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. Ensemble, nous avons appelé à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération de tous les otages. C'est l'urgence absolue pour mettre fin au calvaire des otages et à celui des Gazaouis. La continuation d'une guerre sans fin et sans objectif stratégique fait peser une menace grave pour la région et pour notre sécurité collective. Elle est aujourd'hui le lieu d'une déshumanisation que rien ne peut justifier. Ensemble, nous savons la nécessité d'offrir un chemin politique. Et je crois à l'avenir de la solution à deux États comme base d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Je crois à la nécessité d'unir nos voix
à Paris, à Londres et partout ailleurs, pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Notre sommet a aussi permis d'acter notre convergence retrouvée 9 années après le Brexit, et je soutiens pleinement les efforts du Premier ministre Starmer pour restaurer la confiance, assurer le respect des accords conclus avec l'Union européenne et renforcer ce cadre par des coopérations ciblées et d'intérêts communs. À cet égard, je me réjouis que nous ayons pu, le 19 mai dernier, définir une feuille de route pragmatique entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'énergie, le climat, la défense, les normes sanitaires et phytosanitaires et la mobilité des jeunes. Aujourd'hui, nous déclinons cette reconvergence, ce reset, au niveau bilatéral. D'abord, dans le domaine économique, nos échanges commerciaux excèdent leur niveau d'avant-Brexit. Nous sommes le 3e et le 4e investisseur, l'un chez l'autre, et les 3500 entreprises françaises présentes au Royaume-Uni y demeurent le 2e employeur étranger. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre nos universités, nos centres de recherche, en intelligence artificielle, sur le quantique, et nous renforçons et ancrons aujourd'hui notre partenariat dans 2 autres secteurs clés. Le nucléaire civil d'abord. EDF réalisera les 2 réacteurs nucléaires EPR de Sizewell C et y investira à hauteur de 12,5% du capital de la société projet. C'est bon pour la décarbonation de l'économie britannique, c'est bon pour sa sécurité énergétique, pour l'emploi et pour les compétences. Et c'est bon pour EDF, qui développe ainsi la technologie EPR, comme pour le site de Sizewell, qui bénéficiera des efforts de série et des effets d'échelle qui sont issus des réacteurs d'Hinkley Point. Le 2e domaine économique est celui du spatial. Le gouvernement britannique participera à l'augmentation de capital d'Eutelsat, venant s'ajouter à l'augmentation que nous avons annoncée le 19 juin, ce qui porte le montant total à 1,5 milliard d'euros et permet à nos partenaires britanniques de conserver au même niveau leur part dans le capital de l'entreprise. Nous soutenons ainsi le plan stratégique de croissance d'Eutelsat, le développement de sa constellation LEO et renforçons notre partenariat européen en matière de connectivité spatiale. Dans ces 2 domaines, le nucléaire civil et le spatial, qui sont 2 domaines d'avenir, ce sommet permet des avancées massives. Et puis dans le domaine culturel, et c'est avec 300 000 Français installés au Royaume-Uni et les 150 000 Britanniques en France un enjeu important de notre relation, nous avons eu le plaisir ensemble d'annoncer hier le prêt et l'exposition au British Museum de septembre 2026 à juillet 2027 de la tapisserie de Bayeux, qui est sans doute l'œuvre la plus symbolique de notre histoire partagée, et dans le sens inverse du trésor de Sutton Hoo et d'autres œuvres insignes du patrimoine britannique qui seront exposées à Caen et à Rouen. Tout sera mis en œuvre pour assurer la protection de ces trésors nationaux, j'espère même face aux tentatives de déstabilisation de Larry le Shah, et le processus sera étroitement suivi par des experts pour veiller à la conservation des œuvres. Nous avons enfin convenu de renforcer nos efforts ensemble pour lutter contre les trafiquants de migrants en Manche et maîtriser l'immigration clandestine. Vous l'avez longuement évoqué, Monsieur le Premier ministre, c'est un enjeu essentiel pour nos 2 pays. Dans le cadre des accords de Sandhurst, nous avons mis en place une coopération exemplaire, avec des résultats conséquents, notamment la quasi-extinction des tentatives ferroviaires ou en transport routier via le tunnel. Et rappelons-nous, il y a quelques années, c'était l'objet de commentaires quotidiens. Nous avons réussi à justement réduire complètement ces voies. Nous avons réussi à prévenir beaucoup mieux qu'avant les départs de small boats, mais les moyens humains et techniques que nous engageons, en effet, n'ont jamais été aussi importants. Néanmoins, nous constatons depuis janvier dernier une hausse des traversées illégales avec des modalités nouvelles, celles qu'on appelle les taxi boats, les passeurs prenant toujours plus de risques pour faire ces traversées et faisant courir davantage de risques à ces personnes qui fuient la misère dans leur pays. C'est en effet l'adaptation permanente face au renforcement de nos contrôles. Nous mobilisons en effet aujourd'hui plus de 1200 forces de sécurité et d'intervention. C'est un problème des 2 côtés de la Manche, outre la tension que cette situation génère dans nos territoires du Nord comme sur vos côtes. C'est pourquoi nous allons renforcer notre action
partagée sur plusieurs fronts. D'abord, il faut comprendre que depuis le Brexit, et je le dis aussi avec honnêteté, parce que je sais que ce n'est pas votre cas, Monsieur le Premier ministre, mais beaucoup de gens dans votre pays ont expliqué que le Brexit permettrait de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine. Simplement, c'est depuis le Brexit que le Royaume-Uni n'a plus aucun accord migratoire avec l'Union européenne. En effet, il n'existe donc, pour les candidats à la traversée, ni voie d'admission légale alternative, ni dispositif de réadmission à l'issue d'une traversée. Et la situation actuelle crée en réalité une incitation à réaliser la traversée. C'est donc l'exact inverse de ce qu'avaient proposé, plutôt promis, les Brexiteurs. Nous avons trouvé aujourd'hui, grâce à la proposition de nos ministres de l'Intérieur et à leur travail toutes ces semaines, un accord politique de principe pour tester justement ce projet pilote qui exercera un effet très dissuasif sur le modèle des passeurs et sur les traversées. D'une part, en ouvrant une voie d'admission légale pour des personnes ayant des liens de connexion avec le Royaume-Uni, d'autre part, en prévoyant la réadmission de ceux qui réussissent la traversée, selon le principe du 1 pour 1. L'accord sera signé dès que les procédures de vérification juridique seront achevées, y compris celles de la Commission européenne, qui sont nécessaires s'agissant d'un enjeu lié à une frontière extérieure de l'Union européenne, pour qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus rapide. Deuxièmement, concernant la doctrine d'intervention maritime sur laquelle nous travaillons, en effet, elle vise à mieux partager le renseignement, à mieux lutter contre les filières de passeurs et à agir sur la globalité du dispositif maritime en intégrant étroitement les dimensions relatives à la lutte contre l'immigration clandestine et au sauvetage en mer. Troisièmement, nous allons intensifier notre coopération conjointe vers les pays d'origine et de transit, tout au long des routes migratoires, dans la lutte en amont contre les réseaux de passeurs pour dissuader les départs et agir sur les retours. Nous travaillons sur le début du parcours dans les pays de départ en s'attaquant à la racine du problème, et la task force britannique sur cet enjeu lancé au sommet de 2023 fonctionne à plein et nous avons eu des premiers résultats avec l'Irak et nous poursuivons avec d'autres pays. Enfin, Monsieur le Premier ministre a confirmé la mobilisation totale de son gouvernement pour traiter justement les facteurs d'attraction de migrants illégaux, notamment en ce qui concerne la lutte contre le travail illégal et le séjour irrégulier. Je l'en remercie vivement et notre sommet de ce matin a permis de revenir sur toutes ces actions. Vous l'avez compris, c'est donc des décisions fortes, nouvelles, en profondeur que nous prenons pour lutter contre ces réseaux et cette immigration clandestine et permettre justement d'assurer pleinement la sécurité dans nos deux pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'en complément des propos de Monsieur le Premier ministre, je voulais ici redire. Mais laissez-moi terminer en exprimant toute ma gratitude à votre endroit, Monsieur le Premier ministre, pour ce sommet et nos décisions. Et vous l'avez dit, je crois que tout ça, c'est une confiance que nous avons rebâtie plusieurs années après le Brexit. C'est une confiance entre nos gouvernements, entre nos deux nations et entre nous. Et je crois profondément aux actions que nous sommes en train de conduire. Les derniers mois, d'ailleurs, l'ont montré quant à la coalition des volontaires que nous avons lancée ensemble. Et je crois le montreront sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Et au fond, par ces décisions et ce sommet, nous commençons d'illustrer, de donner un contenu à ce que Sa Majesté le Roi a voulu et annoncé il y a quelques jours, cette entente amicale. Nous lui donnons un contenu et nous dessinons ensemble cet avenir. Je crois profondément que cette formule est la bonne. C'est pourquoi nous avons décidé de l'adopter et ensemble d'avancer sur ce chemin de l'entente amicale main dans la main. Merci beaucoup. Thank you very much, Emmanuel. We've now got a number of questions from both the French media and the British media. I'm going to start with Robert Peston, ITV. Robert. Hello, it's Robert Peston, ITV, as you said, Prime Minister. Prime Minister, can a pilot that will see relatively few expulsions each week really have any serious deterrent effect when there are about 800 a week on average currently crossing the Channel? Monsieur le Président, pourquoi est-ce que votre police ne fait pas plus pour empêcher les demandeurs d'asile de traverser la Manche? Après tout, vous avez reçu 700 millions de livres du gouvernement britannique. And then if I may, to
both of you, I don't know if this is a lighter note or not. Especially one question. We're on Well, the third one, I'll Robert. There we be are. very brief. Be very brief. It's become a I tradition. think it's not completely unfair to say that you are sort of members of the slightly beleaguered class of centrist leaders, and I wondered if you'd shared any survival tips with each other. Robert, thank you very much for your question. Firstly, on the returns pilot, the first thing to appreciate is this is groundbreaking because this is a scheme intended to break the model and to make it clear that if you cross in a small boat, then you'll end up where you started. And the purpose of that is a pilot to break the model, and therefore, obviously, the numbers, if successful, will ramp up, but it's a pilot to break the model. That is the whole point of it. It is groundbreaking, and it's no wonder that for years, British governments, previous governments, have been trying to secure a deal like this, a returns agreement like this, because all governments have realised just how important it is. And we've now been able to agree it, and we've agreed it because we have cooperated, collaborated through serious diplomacy to get an outcome which is best for both of our countries. And so I'm very pleased that we've been able to agree this here today. Manuel. Merci beaucoup pour votre question. La première chose, je l'ai dit, nous travaillons efficacement et nous avons des accords qui sont déjà solides. Je ne voudrais pas que s'installe l'idée que nous ne faisons pas notre travail ou que nous gaspillons de l'argent britannique. Je veux d'ailleurs vous rappeler que lorsque vous mettez un pound, nous mettons 3 euros. Et donc, nous mettons beaucoup d'argent pour défendre la frontière, qui est une frontière extérieure de l'Union européenne. La deuxième chose, nous avons éteint des voies de passage. La voie terrestre, la voie ferroviaire, et beaucoup réduit celle de ces small boats qu'on évoquait. Simplement, les passeurs s'adaptent et nous devons adapter notre réponse. Ensuite, je le rappelais, nous devons surtout adapter la réponse au Brexit. C'est qu'on a vendu au peuple britannique un mensonge, qui est que le problème, c'était l'Europe. Simplement, en laissant un vide juridique, le problème, c'est devenu le Brexit. Et avec votre gouvernement, nous sommes pragmatiques et nous apportons, pour la première fois depuis 9 ans, une réponse. Une réponse pour permettre que des gens qui ont des liens que vous voulez prendre, qui sont utiles pour votre pays, soient admis légalement, sans prendre le moindre risque, et pour aider à ce retour, justement, avec le principe du 1 pour 1, de gens que vous ne voulez pas, qui n'ont pas de retour. Et en faisant nous, c'est toute la difficulté qu'il y a derrière ce projet pilote. C'est aussi pour ça qu'on a tout ce travail avec l'Union européenne. C'est qu'il nous faut faire fonctionner les accords de Dublin. Parce qu'en aucun cas, la France ne va récupérer les gens que vous ne voulez pas. On doit ensuite, nous, faire fonctionner les accords avec les pays de première entrée. Parce que la France ne peut pas devenir le réceptacle des gens à qui vous ne donnez pas l'asile. C'est normal, vous feriez comme nous. Et donc, on doit nous faire refonctionner nos accords. Pour ça qu'il faut qu'on ait la coopération des Espagnols, des Italiens, des Grecs, et vous nous aidez à l'obtenir. Voilà, donc je crois que c'est un bon accord. On fait le travail, on a des résultats, on doit s'adapter, on ne laissera rien faire. Et je veux le redire ici aussi, ce qu'on a réussi à obtenir, par exemple, avec l'Irak ces derniers mois, ensemble, par notre task force commune, est très important, parce qu'à la fin, un tiers des clandestins, des immigrants illégaux qui sont sur l'espace de Schengen sont des gens qui veulent accéder à votre territoire. Et donc, le clé de la réponse, c'est évidemment ce qu'on fait à notre frontière commune. Mais c'est réussir à avoir une gestion préventive avec les pays de départ et les pays de transit, et réussir à éteindre les raisons pour lesquelles ils veulent traverser. Et donc, exactement ce que votre gouvernement est en train de faire sur les cartes d'identité, sur la lutte contre le travail illégal, parce que c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas l'asile chez nous, d'ailleurs. Ils le veulent chez vous. Voilà. Donc, on travaille sérieusement, loin de toute démagogie. Ce qui me permet de répondre à votre deuxième question, qui est que je crois profondément que notre responsabilité dans ce moment, d'abord, c'est de toujours en revenir aux faits, à la science, à la complexité du monde, et d'expliquer ce que nous faisons, et d'expliquer que, face à ça, on peut avoir des désaccords politiques, les uns avec les autres, mais qu'il ne faut jamais céder à la tentation des populistes, qui généralement est un déni de science ou un travestissement des faits. C'est ça qui nous distingue des autres. Et ça, je crois que c'est vraiment un cœur de doctrine qu'on ne doit pas abandonner. Ensuite, c'est la conviction que la réponse à nos problèmes, qui sont de plus en plus complexes, passe par la coopération. Une approche européenne, une coopération. Là où les populistes vous ont souvent vendu une réponse qui passe par le repli nationaliste.
Est-ce que les problèmes budgétaires, les problèmes d'immigration clandestine, les problèmes de croissance de la Grande-Bretagne d'il y a 9 ans ont été réglés par le Brexit? Non. Ils sont en train d'être réglés par un gouvernement qui veut se réengager avec ses partenaires de confiance et avec l'Europe. Et c'est ça la responsabilité de gouvernements comme les nôtres. Enfin, vous savez, je ne me suis jamais senti isolé, parce que je me souviens très bien du jour où j'ai été élu. C'était quelques mois après le Brexit, quelques mois après la première élection du président Trump, et dans un moment où on disait « c'est fini pour tous les gens qui sont progressistes, qui ont une vision du monde complexe ou qui osent mettre le drapeau européen sur une estrade ». L'élection de 2017 avait montré le contraire. Je souhaite à beaucoup de dirigeants européens de continuer à gouverner en expliquant à leur peuple la vérité des choses, la complexité du monde, et en proposant des solutions, je crois, d'avenir. Et au fond, en portant de l'espoir. Nos sociétés, sinon, vont complètement se replier sur elles-mêmes. Ce qui n'est ni la solution à nos problèmes, ni ce qui permettra à nos jeunesses de regarder de l'avant. Donc je suis plutôt, au contraire, très optimiste. Robert, just on the third bit of your question, it is the mission of this government and my mission to re-engage and to re-establish our place on the global stage through cooperation, serious, a quiet diplomacy to get results for the British public. And that's the way we've gone about our business, and that is exactly how we've come to the agreement we have today on the returns agreement. But can I just add to something Emmanuel